Bonjour, bienvenue à toutes. Je vérifie, c'est toutes pour l'instant. Il y a quelques hommes qui sont inscrits aussi, mais pour l'instant que des femmes avec nous, pas mal que je connais déjà. Bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence, ce webinaire. Renforcer votre leadership pour gagner en confiance, en équilibre, en impact. Vous êtes nombreuses à vous être inscrites. On est ensemble pour 45 minutes, une petite heure. Ça m'arrive de déborder un peu. Vous allez voir que j'ai plein de choses à dire sur le sujet. Mais pour celles qui devront partir, de toute façon, il y aura un replay. Vous recevrez un lien pour le replay. Je veux bien que vous me disiez, alors vous voyez, moi, je suis toute seule à vous parler et on peut communiquer par la chat box qui est en bas à droite. J'imagine que vous connaissez bien le principe, on n'a fait que ça depuis 2 ans. Dites-moi si tout fonctionne bien, dites-moi si vous m'entendez bien, dites-moi si vous voyez les slides. L'enregistrement est bien lancé. Normalement, il y a mon micro et ma caméra. Hello Maya, ça fonctionne bien. Bon, super. Il peut y avoir de temps en temps des coupes. Aurélie, bonjour. Zoé, bonjour. Alina, super. Vous pouvez me dire d'ailleurs si vous êtes toutes en France, à Paris, à l'international. Dites-moi d'où vous nous rejoignez. En France, Alina, nickel, Stéphanie, super. France, Paris, Italie, Gabon, génial. Bonjour Anaïs. Maya à Paris, Belgique, France en remote, super. Chine, ah ok. Quelle heure il est? C'est le soir pour vous, hein? C'est bien le soir, en France. Ok, super. Je fais souvent des conférences comme ça sur l'heure du déjeuner parce que comme j'ai des gens qui sont entre le Canada, le continent américain ou la Chine, l'Asie, du coup, ça correspond à peu près aux horaires qui conviennent à tout le monde. Bon, bah super, bienvenue, merci d'être là. Vous pouvez utiliser cette chatbox pendant tout le long du webinaire. J'y reviendrai de temps en temps pendant la présentation. Et puis, je répondrai à vos questions à la fin. Donc, vraiment partager aussi des choses qui vous viennent au fur et à mesure, ce qui vous parle, ce que ça vous inspire, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, dans ce que je raconte. Partagez vos expériences aussi. D'abord parce que c'est comme ça que vous tirerez la meilleure expérience de ce webinaire. Parce que si c'est juste un bruit de fond pendant que vous répondez à vos mails, bah, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Donc, écrire, noter, voilà, ancrer les prises de conscience, que ça vous dise, que ça fait remonter, etc. C'est toujours bien. Et puis pour moi, qui suis toute seule à vous parler en face, je serais ravie de profiter de vos partages et puis de répondre à toutes vos questions à la fin. Vous êtes OK avec ça? Est-ce que ça vous va? Dites-moi. Installez-vous confortablement. Ok, merci Laurence. Donc n'hésitez pas à partager, profiter. Élise, bonjour. Radia, super. Vous allez avoir, alors je vais vous l'indiquer tout de suite, je vais vous le mettre tout de suite d'ailleurs. Voilà, vous avez pendant tout le long de la conférence un petit bouton en haut pour prendre rendez-vous. J'ai bloqué du temps dans mon agenda pour vous demain matin, lundi après-midi, mardi après-midi. Parce que vous êtes nombreuses, parce que vous allez voir, c'est un sujet énorme, parce que je ne pourrais pas rentrer trop dans le détail non plus pour chacune. Donc, pour aller un peu plus loin sur vos contextes, sur vos besoins, sur vos situations, je vous propose une séance de 30 minutes en visio, gratuite, sans engagement évidemment, c'est cadeau. On fait connaissance, on explore voilà, votre contexte, vos options, ce que vous pouvez mettre en place, vous posez vos questions, etc. Je précise aussi ici que c'est bien leadership féminin. Moi, je m'occupe beaucoup de leadership féminin et j'accompagne à 90% des femmes. Mais il y a quelques hommes qui se sont inscrits, qui m'ont envoyé un petit message avant pour me demander si c'était OK. Les hommes sont bienvenus. Évidemment, je vais aborder des questions qui sont liées au leadership au féminin. Mais bien sûr, ça concerne aussi les hommes, puisqu'ils ont aussi des femmes, des filles, des sœurs, des collègues. Donc, c'est toujours bien de prendre conscience de ce qui se passe pour les femmes. Et puis, pour les hommes aussi, on parle de leadership. Donc, de toute façon, les clés qui sont partagées ici sont utilisables aussi par les hommes. Mais je regarde un petit peu là. Il n'y a pas d'hommes connectés parmi ceux qui se sont inscrits pour l'instant. Ils vont peut-être nous rejoindre en cours de route ou alors ils ont peut-être hésité. C'est possible. Alors, leadership, confiance, impact, équilibre, c'est vraiment le cœur de mes programmes.
C'est le cœur de mes accompagnements. Et pourtant, en préparant ce webinaire, je vous avoue que j'ai eu un petit doute. Je vous ai invité sur LinkedIn. J'ai envoyé les invitations via LinkedIn. Donc, j'ai vu vos profils. Je suis allée voir vos profils. J'ai vu vos parcours. Alors, il y a beaucoup de cadres, beaucoup de dirigeants, beaucoup de managers, des entrepreneurs, avec des belles carrières, avec de l'expertise, avec de l'expérience, dans des pays différents. Enfin, vous avez vraiment des expériences très riches. Et puis, j'ai eu le sentiment, en regardant vos profils, que vous aimiez ce que vous faites, que vous le faisiez bien, que vous étiez investi. Et je me suis dit, mais il n'y a pas de problème de leadership ici, il n'y a pas de problème de confiance, il n'y a pas de problème d'impact. Ce sont des femmes qui sont bien alignées. Et puis quand même, j'ai pensé, puisque c'est pour ça que j'ai fait ce webinaire aussi, j'ai pensé au message des femmes qui me contactent, au message des femmes que j'accompagne, qui sont toutes brillantes, engagées, quel que soit leur parcours, et qui, pour la plupart, plus de la moitié, annoncent d'emblée un manque de confiance. Donc vraiment, le manque de confiance, c'est quelque chose qui est pas du tout lié qui n'est pas du tout lié aux réussites, qui n'est pas du tout lié au parcours, qui n'est pas du tout lié à l'image qu'on peut avoir de nous à l'extérieur. Parfois, c'est une question de légitimité, parfois par rapport au diplôme, dans des environnements où c'est beaucoup école de commerce, polytechnique, INSEAD, des choses comme ça. Mais même chez les très diplômés, même dans les grandes réussites, chez les femmes qui ont des beaux postes, on continue à douter. Parfois, ça dépend du contexte. C'est un moment de vie qui est plus difficile, où on est un peu déstabilisé. C'est des émotions qu'on a du mal à maîtriser, à contrôler. Et je voulais démarrer ce webinaire justement avec des témoignages pour que vous me disiez si ça vous parle. Le premier témoignage, c'est avec la pression, je fais des erreurs, j'ai l'impression d'être arrivée au bout de mes compétences, je perds confiance. Ça, c'est un témoignage que j'ai eu il y a très peu de temps. Mais la pression, ça m'a fait penser à une femme manager que j'ai accompagnée il y a 2 ans, donc juste au début du confinement. En fait, j'ai commencé juste avant le confinement, la crise sanitaire, et elle se préparait pour une promotion de leader. Et donc, le coaching était prescrit dans le cadre d'un programme leadership. Elle passait d'un poste de manager à leader, ça se fait souvent dans les entreprises, on accompagne, etc. Et en attendant le poste, finalement, avec la crise, etc., les recrutements pour la remplacer ont été gelés. Puis comme il manquait quelqu'un sur un autre portefeuille, elle a cumulé 2 postes, sans assistante, bien sûr. Puis comme c'était en plein confinement, on a commencé à lui demander, il y avait beaucoup de stress sur les chiffres, sur les projections, etc. On a commencé à lui demander des quarter reviews, vous savez, ces rapports trimestriels, toutes les semaines. Et puis finalement, au bout de quelques semaines, on lui a dit, ta promotion, tu comprends, on ne sait pas trop parce que tu as déjà du mal dans ton poste actuel. Donc prendre des responsabilités plus importantes, on n'est pas très sûr. Là où je veux en venir, c'est que, vous voyez, la pression, faire des erreurs, je suis au bout de mes compétences, c'est un peu du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est pas toujours une faiblesse, c'est pas toujours une limite psychologique personnelle, c'est aussi parfois un contexte qui nous pousse, qui nous oblige, qui nous amène à accepter plus qu'on ne peut assumer, plus qu'on ne peut faire. Et donc, trop de stress, trop de charge, on lève plus le nez du guidon, on n'arrive plus à délivrer, on fait des erreurs et c'est normal. Okay, donc, douter, c'est plutôt sain. Penser qu'on est au bout de ses compétences parce qu'on est sous pression et perdre confiance en soi, c'est pas toujours la bonne solution parce que c'est surtout un contexte et une pression extérieure qu'il faut revisiter. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ça vous arrive parfois d'être un peu trop sous pression, d'accepter un peu trop de choses, d'être un peu... de ne pas savoir dire non, en fait, de ne pas oser dire non, et du coup de vous retrouver un peu acculé, un peu poussé dans vos limites complètement, Anaïs. Ouais. Donc ça, il faut être vigilant aussi avec l'environnement, avec le contexte, avec vos capacités, avec vos limites. On le verra tout à l'heure, hein, mais toujours. Ok, Zoé. Donc Zoé, il faut apprendre à dire non. C'est une partie qui est assez essentielle aussi pour renforcer son leadership, sa confiance, son équilibre. J'ai conscience de me mettre des barrières toute seule et de manquer de confiance en moi. J'ai des peurs à dompter. Je pratique beaucoup l'autocensure et l'autosabotage. Ça, je suis sûre que ça va vous parler aussi. Autocensure, autosabotage, ce sont des amis intimes. Hein. L'autocensure, c'est on n'ose pas y aller.
Genre, le pouvoir ne m'intéresse pas, moi le titre, ça m'est égal, je suis bien là où je suis, ou alors je ne peux pas demander ça à mon conjoint. Ah, vous n'avez pas le même slide. Ok, je vous le remets là. Merci beaucoup, Radia. Donc, l'auto-sabotage, c'est vraiment, j'y vais pas. J'ose pas, mais c'est pas grave, ça me convient. Hein. Et c'est vrai que souvent on dit, ben, les femmes ne sont pas là au poste parce que les femmes ne demandent pas les postes. Ou alors, si on ose, si on a envie d'y aller, en l'occurrence, cette femme qui avait écrit ce témoignage au début d'un coaching faisait partie du CODIR, avait les mêmes responsabilités, les mêmes tâches, les mêmes charges. Elle était RH, mais elle n'avait pas la fonction, elle n'avait pas le statut, elle n'avait pas la prime, elle n'avait pas le salaire qui allait avec. Je me suis bien battue pour qu'elle accepte de prendre aussi le poste avec les avantages qui vont avec. Donc l'autocensure, c'est ça. C'est je vais pas y aller parce que je vais pas être au niveau, je vais avoir peur, ça va m'embêter, ça va embêter mon conjoint, je vais pas pouvoir. On le voit avec les femmes à l'international, par exemple. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes à l'international. Beaucoup n'osent même pas demander ou évoquer le sujet de prendre un poste à l'international parce que ça voudrait dire demander à son conjoint de se mettre en retrait, d'arrêter sa carrière ou de faire des aménagements. Et donc, c'est pas possible. Ou alors, si on ose, eh ben, on va se faire de l'auto-sabotage. On va faire en sorte de bien échouer. Donc, ne pas se donner les moyens, ne pas demander les moyens aussi. Ça, c'est fréquent. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes, par exemple, à la prise de poste, quand elles ont une prise de poste un peu sensible, un peu importante, un peu touchy, et mais elles me contactent en dehors de l'entreprise parce qu'elles ont l'impression que si elles demandent à leur RH, si elles demandent à l'entreprise un coaching, un accompagnement, c'est un aveu d'incompétence, de faiblesse, de doute. Et combien il y en a qui ne demandent ni en interne, ni en externe, ni personnellement. Donc, qui ne se font pas accompagner. Alors que demander ce dont on a besoin pour réussir une mission, c'est toujours une bonne chose. C'est plutôt d'ailleurs un signe de leadership, justement. Hein. Les leaders, les hommes, ils ne se posent pas les questions. Ils demandent quand ils ont un poste, ils négocient et ils demandent tous les avantages qui vont avec. Et c'est pour mettre toutes les chances de leur côté, tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Un bon salaire, un accompagnement, un coaching, la formation, une assistante, un bureau, des formations, une voiture, je ne sais pas. Bon, ça fait partie du job. En tout cas, ça fait partie des moyens, ça fait partie des ressources pour atteindre les objectifs. Alors oui, demandez. Non pas seulement pour les signes extérieurs de pouvoir ou pour votre petit confort, mais demandez ce dont vous avez besoin pour réussir votre mission. Parce que ça, c'est de l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, ça peut être aussi, on ne va pas se dégager assez de temps, donc on continue à tout assumer. On se rajoute des responsabilités, on se rajoute des charges, mais on ne va rien abandonner à côté. Vous savez, c'est la métaphore du caillou et du sable dans le bocal. Si vous mettez le sable, c'est-à-dire les petites choses qui viennent en plus, qu'on vous demande, etc., avant les gros cailloux qui représentent les choses importantes pour vous, ce qui a du sens, ce qui est au cœur de votre mission, ce qui est dans votre champ de responsabilité, ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire et ce qui est important pour votre carrière. Si vous mettez d'abord le sable, les gros cailloux, ils ne rentrent pas. Donc, il faut d'abord mettre ces gros cailloux. Est-ce que vous avez identifié vos gros cailloux, les éléments, les tâches qui sont importantes pour vous, les objectifs qui ont le plus de sens pour vous. Donc ça, si vous ne vous dégagez pas du temps, le reste, il faut le laisser tomber. Hein. Vous mettez d'abord vos gros cailloux, puis vous voyez le temps, l'énergie qui vous reste, l'espace mental qui vous reste pour faire pour gérer tout le sable. Mais on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout prendre tout le temps, on ne peut pas tout assumer, en rajouter et penser que ça va bien se passer. C'est de l'autosabotage. Ou alors on procrastine. Hein. Il y a une autre forme d'autosabotage, c'est de dire j'y vais pas, j'attends, j'ai encore d'autres choses. Donc on prend en charge tout ce qui débarque, tous les imprévus, toutes les priorités, toutes les urgences. Qu'on peut trouver en attendant, soit parce que on a peur d'échouer, c'est un gros enjeu, ou alors parce qu'on a l'habitude de bosser sous adrénaline aussi, hein, d'attendre le dernier moment. Mais du coup, on fait au dernier moment, on fait vite, souvent on fait mal, et du coup, on a une bonne excuse pour avoir raté, puisque on n'a pas pris le temps de le faire bien. Alors, je reviens sur celle-là. Face à des interlocuteurs agressifs ou de mauvaise foi, je perds tous mes moyens, je manque de répartie et je ne sais plus quoi dire.
Ça arrive assez souvent dans des contextes aussi, moi j'accompagne beaucoup de gens à l'interculturel, donc dans des contextes multiculturels, on peut aussi être déstabilisé par un mode de communication qui est différent. On peut être aussi déstabilisé dans un milieu très masculin par le sexisme, par les micro-agressions, vous savez, l'agressivité de certaines personnes, la mauvaise foi, la manipulation. Euh, mais par exemple, moi j'ai vécu aux Pays-Bas pendant 4 ans. Aux Pays-Bas, vous pouvez en entreprise recevoir un feedback qui est hyper violent, hyper direct, en vous disant bah, votre dossier il est pourri, c'est vraiment n'importe quoi ce que tu as fait, ça va pas du tout, tu n'as rien compris. Sans émotion, très cash, parce qu'en revanche, aux Pays-Bas, l'expression des émotions dans le contexte professionnel est plutôt mal vue. Donc, il faut pouvoir avaler la Valda, avaler la pilule, ne pas montrer qu'on est fâché, triste, en colère, etc. Il faut prendre ça de manière tout à fait froide. Ça peut être assez déstabilisant, une vraie agression, alors que culturellement, c'est pour eux très accepté, c'est normal. Au Japon, par exemple, c'est vous qui pouvez devenir très impoli parce que vous allez juste interroger un manager sur un projet devant son équipe, sans lui en avoir parlé en tête-à-tête avant. Et ça, c'est une vraie agression, par exemple, pour un Japonais. Ça le déstabilise, ça le met en porte-à-faux, ça ne se fait pas du tout. Dans les milieux très masculins, j'en parlais, les mots qui sont censés être affectueux, hein, ma petite, ma jolie. J'avais une cliente hier qui s'est retrouvée avec un manager qui lui a dit bah, on fait un speed dating avec les clients. Évidemment, on a pensé à toi pour le speed dating. Et elle l'a très très mal pris. Voilà, il était très inquiet de ce qu'elle allait faire, mais voilà, il y a plein de biais, il y a plein de préjugés, il y a plein de façons sexistes aussi de s'adresser aux femmes, notamment. Et puis plein de façons de s'adresser de manière agressive. Ce qui est important là-dedans, c'est que perdre tous ces moyens, manquer de répartie, vous voyez, dans le témoignage qui est là, c'est qu'à un moment donné, cette femme, elle vient voir en disant « je veux avoir plus de répartie ». Je veux vraiment je veux savoir répondre du tac au tac, etc. Mais il y a vraiment un travail à faire aussi d'éducation sur l'assertivité. On parle beaucoup d'assertivité. Il faut développer son assertivité. Vous savez, c'est de pouvoir communiquer ses besoins, ses objectifs, etc. de manière adulte, d'adulte à adulte. Mais il faut aussi, alors on travaille souvent sur l'assertivité, il faut aussi que nos interlocuteurs fassent un peu d'effort sur l'assertivité. Donc il y a tout un travail aussi éducatif, pédagogique sur la communication et de partage aussi de ce qui est acceptable pour certains, ce qui n'est pas acceptable pour d'autres. Dans l'interculturel, il y a des choses à poser sur la table, sur ce qui est acceptable ou pas. Dans les relations hommes-femmes aussi, dans le leadership, il y a des entre les managers et les équipes, tout ça peut se poser. Est-ce que ça vous arrive aussi d'être déstabilisé parfois par l'agressivité de certains de vos collaborateurs? Ça dépend du caractère, évidemment. Et puis du coup, de douter de vous, de douter de votre leadership, de douter de votre capacité, de douter de votre charisme, de douter de votre compétence de communication, parce que vous êtes dans un mode comme ça, un peu agressif de communication. Ça vous arrive aussi, Sandrine? Oui, bien sûr. Douter de la possibilité de collaborer aussi. J'ai horreur des situations conflictuelles. OK. Et pourtant, il y en a tellement de situations conflictuelles dans le milieu professionnel. Ça arrive quand même très souvent. Profession, c'est gérer des problèmes, hein, gérer des conflits, gérer des incompréhensions, gérer des mécommunications. Il y a toute une partie du travail qui consiste à ça. Je ne peux pas manager des gens qui étaient dans la même équipe que moi. Quelle est ma crédibilité face à eux? Alors, la question de la crédibilité aussi, c'est une question qui est assez en légitimité, crédibilité. Je vais vous en parler tout de suite après. Être nommé manager de l'équipe dont on faisait précédemment partie, moi ça m'est arrivé hein, dans ma carrière, je suis devenue responsable d'une unité de production, donc j'encadrais les directrices de production dont je faisais partie avant. J'ai eu beaucoup de mal, pas de problème, mais j'ai eu beaucoup de mal à passer cette marche-là. Et je me souviens que j'avais demandé à mon patron à l'époque, il faut que tu ailles les voir parce que elles m'écoutent pas en fait, j'ai pas d'autorité sur elles, donc faut que tu leur dises. Il m'avait regardé dans les yeux en me disant non, je n'irai pas. Et puis ta légitimité, tu vas la construire toute seule. Et ben j'ai légitimité, je l'ai construite toute seule, effectivement. Donc être nommé manager de l'équipe dont on faisait précédemment partie,
Ça arrive tous les jours et heureusement, c'est ça le développement des collaborateurs, l'évolution de carrière dans les organisations. Donc, quand un manager s'en va, on se demande qui dans l'équipe est le mieux placé pour prendre sa place. Faut qu'il ait envie d'être manager, faut qu'il soit perçu et qu'il ait cette motivation, perçu comme capable de le faire et qu'il ou elle ait cette motivation. Mais sur le moment, il y a plein de petites voix qui se mettent en route. Qui je suis, moi, pour passer devant les autres, pour devenir leur chef. Ils vont m'en vouloir, ils vont me trouver prétentieuse. Après tout, j'étais au même niveau qu'eux, etc. Je vais devoir les diriger, ça va être compliqué. Bon. Et puis parfois, on se retrouve aussi dans des situations. J'ai eu ça avec une cliente qui prenait un poste au Royaume-Uni où son manager n'a pas voulu le dire à l'équipe pendant au moins 3 mois. Parce que il était allé chercher quelqu'un en externe, en plus c'était une étrangère, donc il avait certains membres de l'équipe auraient voulu la place, et le manager ne savait pas comment le dire, et ça a été assez compliqué pour elle pour prendre sa place. Il a fallu là aussi qu'elle aille chercher sa propre légitimité toute seule. Je voulais vous partager ça, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas cette slide-là Je voulais partager quelque chose sur la légitimité, la crédibilité, on va y aller comme ça, la confiance et le sentiment d'efficacité personnelle. En fait, tout ça est très, très lié. Aujourd'hui, on parle de confiance, de leadership, de confiance, de légitimité. La légitimité, elle est interne. C'est un sentiment personnel qui est lié à votre capacité à assumer une fonction, à prendre une fonction, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Donc, vous vous sentez légitime ou pas, ça c'est interne, c'est personnel. La crédibilité, c'est un sentiment externe. C'est la façon dont les autres vont juger votre travail, votre capacité à assumer ce rôle. Ça reste subjectif, mais c'est extérieur à vous. Et puis, vous pouvez être crédible dans un contexte et pas dans un autre. D'accord ? Vous allez être crédible en tant que manager dans un certain secteur, dans une certaine taille d'équipe, dans un certain milieu, et puis pas du tout dans un autre contexte. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui se nourrit, qui est interne, plus général, et quelque chose qui est plus lié à des choses qui sont factuelles. La confiance et le sentiment d'efficacité personnelle, c'est pareil. La confiance en soi, c'est quelque chose d'assez subjectif, personnel, interne. Et puis, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est quelque chose de factuel. On a le sentiment d'être efficace dans certains domaines parce qu'on a l'expérience, parce qu'on a répété les choses, parce qu'on a appris, parce qu'on le fait bien, parce qu'on le fait facilement. Et on sait dire dans quel domaine je suis particulièrement efficace, moi, dans l'organisation, la planification d'un projet, d'une mission, dans la médiation de conflits, certaines personnes vont être particulièrement efficaces dans la résolution d'un conflit avec un client qui est au téléphone et qui est très en colère. Chacun a des zones de talent comme ça, de force, de compétences qui font qu'on a un sentiment d'efficacité personnelle qui est contextuel, qui est sur certaines tâches, certaines missions, certaines compétences. Et c'est ça qu'il faut mettre en valeur, c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est là où vous êtes compétent, c'est là où vous êtes crédible sur des faits, et ça nourrit et votre légitimité et votre confiance en vous qui sont plus générales. On a besoin de nourrir ce sentiment général par quelque chose de très factuel. Et puis, si vous manquez de confiance, si vous ne vous sentez pas légitime, si vous avez peur de parler du coup, si vous avez peur de vous affirmer, vous avez peur de prendre position, du coup, vos interlocuteurs, ils sont un peu déstabilisés, ils sont un peu surpris, ils se mettent à douter de vous. Vous n'avez plus la même crédibilité à leurs yeux. Et du coup, vous épuisez, essayez d'en faire plus, vous faites des erreurs, vous perdez confiance et c'est une boucle et on ne s'en sort pas. C'est un cercle vicieux. Alors qu'au contraire, quand on se sent crédible aux yeux de ses équipes, aux yeux de ses clients, quand on sait en quoi on est bon, c'est beaucoup plus facile de se sentir légitime. C'est pour ça que la confiance, la légitimité se renforcent dans l'action, dans les interactions, dans les feedbacks, dans les réussites factuelles. Moi, je dis souvent que la confiance se renforce dans l'action. Il faut aller sur le terrain. C'est pas dans la tête, c'est pas psychologique, c'est pas sur le papier, c'est pas tout seul dans son coin. Il faut aller se confronter à ce qu'on fait de bien et avoir du feedback, des retours qui confirment ce qu'on fait de bien. D'accord ? Donc, vous n'attendez pas de vous sentir
légitime pour prendre le poste, d'accord? Si on vous trouve crédible, si on vous offre quelque chose, s'il y a une petite porte qui s'en trouve quelque part, allez-y et puis vous construirez votre légitimité en route, d'accord? Et puis en plus, une personne qui est crédible aux yeux des autres, elle a une grande capacité d'influence et elle est écoutée, elle est suivie dans son travail, dans ses décisions. C'est pour ça que la confiance, la légitimité, le leadership sont des notions qui sont vraiment très liées. La crédibilité, la capacité d'influence et d'être suivi est vraiment très très liée au leadership. Ok? Je vous fais un petit, pour celles qui ne me connaissent pas, il y en a beaucoup qui me connaissent ici, mais pas toutes, puis il y en a qui me connaissent depuis très longtemps. Donc, qui je suis moi? Donc, je suis Isabelle Goyon. J'ai commencé par une carrière de 20 ans dans l'audiovisuel, une belle carrière. J'ai monté tous les échelons, assistante, directrice de production, productrice exécutive, toujours en télé. J'ai travaillé pour toutes les chaînes. Et puis, j'ai eu 40 ans, il y a eu pas mal de bouleversements personnels à ce moment-là et j'ai décidé de changer assez radicalement puisque j'ai arrêté du jour au lendemain, sans filet de sécurité. Je venais d'acheter une maison, je venais de me marier, j'avais 2 petites filles, donc ça a été un peu chaud, mais il me fallait beaucoup d'inconscience et beaucoup de courage aussi, de confiance, d'inconscience et de confiance, je pense. Et donc, j'ai démarré une nouvelle carrière en 2009, une seconde carrière en coaching et en formation à Paris, puis à l'international, puisque après, on a décidé avec mon mari et en famille de partir au Gabon, puis aux Pays-Bas. Donc, à chaque fois, j'ai recréé sur place une société, je me suis associée, je fais des partenariats, j'ai adapté, j'ai accompagné des entreprises gabonaises, des entreprises néerlandaises, des entreprises internationales, dans des grandes entreprises internationales ou des ONG ou des associations, ou des petits entrepreneurs ou des particuliers ou des conjoints expatriés. Et puis, on est rentré en France fin 2019. Donc, vous voyez, juste avant la grande grève là, de l'administration et puis le confinement. Donc, c'était un petit peu compliqué à ce moment-là. Le retour a été difficile. J'ai profité de ce moment-là pour écrire 3 livres que vous voyez là sur l'image. Donc, un premier, redonner du sens et un nouvel élan à votre parcours qui est sur la reconversion. C'est un petit guide d'auto-coaching plutôt avec des exercices, avec vraiment les parcours de reconversion. Chouette au secours on rentre, mon deuxième ouvrage qui est plutôt anecdotique et témoignage, mais quand même avec des conseils et des clés. Je suis coach, on ne se refait pas, sur le retour d'expatriation, le choc culturel inversé. Et puis le dernier, Femmes, leadership féminin et à l'international, où j'y expose un petit peu, j'y parle de la conjonction du féminin dans les entreprises et des compétences du féminin dans le leadership et de l'avancée des femmes dans les organisations, plus les compétences interculturelles qui, à mon avis, sont un bon terreau pour inventer un nouveau leadership. Voilà. Et donc, dans ce parcours, vous voyez, j'ai à la fois pas mal d'apprentissage sur le terrain, puisque j'ai démarré sur le terrain, puis de validation par la théorie. Je fais de la formation exécutive, vous savez, en école de commerce, management d'équipe, management de projet, formation coaching. Je suis membre ICF, je suis certifiée interculturelle. 360, enfin j'ai toujours fait une alliance, un aller-retour comme ça entre la théorie et la pratique, en commençant toujours par la pratique d'ailleurs. J'aime bien lever la main, j'aime bien y aller et puis construire justement cette légitimité sur le moment, sur le terrain, parce que sûrement j'ai assez confiance en moi. J'ai ce sentiment d'efficacité personnelle qui est bien ancré. Mais dans ce parcours, des moments d'incertitude, des transitions, des moments de doute, j'en ai eu plein, des réussites, des joies, des belles récompenses, il y en a plein aussi. Donc vraiment, cette question de légitimité, de leadership, de confiance, d'équilibre, etc., c'est mon sujet. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Alors, à qui s'adresse j'ai vu un peu vos parcours, hein, donc je vous connais, puis je connais certaines d'entre vous personnellement. À qui s'adresse au webinaire moi, je travaille essentiellement avec des cadres, des managers, des entrepreneurs en poste ou en transition en France ou à l'international. Donc, vous voyez, c'est assez large. Que vous aimiez, si vous êtes dans une situation où vous aimez ce que vous faites, je vous le disais tout à l'heure, vous savez que vous le faites bien, mais vous avez besoin de renforcer cette confiance parce que vous êtes
noyé dans l'opérationnel, épuisé, on vous demande 2 fois plus avec 2 fois moins, vous êtes, à force d'être partout, vous n'êtes plus nulle part, c'est pour vous. Si vous prenez un nouveau poste avec un fort enjeu, ou alors vous êtes nouvelle dans une équipe où vous êtes la seule femme, vous êtes la plus jeune, c'est possible. C'est pour vous, ça va vous parler, ça va vous donner des clés. Si vous sentez que vos saboteurs font pression, vous avez le sentiment d'atteindre un peu vos limites, votre plafond de verre, vous savez, et que vous sentez que vous n'arrivez pas à aller plus loin, c'est pour vous. Si vous êtes submergé par les émotions dès qu'un collègue vous fait une remarque ou que vous avez l'impression d'être jugé en réunion, que vous perdez confiance en vous, ou que vous êtes passé maître en auto-sabotage, c'est pour vous. Si vous ne vous retrouvez plus dans les valeurs de l'entreprise, avec une perte de sens, une perte de motivation, le sentiment d'avoir fait le tour, ou vous ne vous retrouvez plus dans le modèle de leadership, ça va vous parler. Si vous êtes RH et que vous voulez accompagner les femmes dans votre organisation, vos collaboratrices, c'est OK aussi. Si tout va bien pour vous, en revanche, si vous êtes au top, si vous doutez de rien, ou au moins si vous n'êtes pas prête à vous remettre en question, à faire un travail sur vous, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas le courage, si vous n'avez pas l'envie, vous pouvez rester, mais s'il vous plaît, je vous en prie, ne réservez pas de séance diagnostique, je ne pourrai rien faire pour vous. Donc comme il y a quand même, j'ai débloqué pas mal de créneaux, mais il n'y en a pas tant que ça. Merci si vous n'avez pas envie de faire ce travail, de ne pas réserver de séance. Pour celles qui se posent aussi la question d'une reconversion, ça marche aussi, mais j'ai des approches qui sont plus spécifiques, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Il y aura d'autres webinaires un peu plus tard au printemps spécifiques sur la reconversion et la transition de carrière. Voilà. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours avec moi. Ça vous convient toujours, vous m'entendez toujours, vous n'avez pas décroché, c'est super. Vous êtes là, ouais. Le leadership, je ne peux pas faire autrement que de parler du leadership. C'est quoi le leadership? Le leadership, c'est inspirer, emmener, conduire une équipe vers des objectifs. Le leadership n'est pas une fonction. Le leadership n'est pas un titre. Le leadership n'est pas un poste. Le leadership, c'est une posture, c'est une attitude. D'accord? Parfois, on a un leader qui se révèle dans un contexte particulier parce qu'à un moment donné, il va prendre les choses en main. Il va inspirer confiance et les gens vont avoir envie de le suivre. On le voit très, très fortement en ce moment avec Zelensky. On en parle partout, ce modèle de leadership de Zelensky qui, à un moment donné, est sincère, authentique, il est présent, il est là, il est ressource, il accompagne, il inspire, il entraîne tout le monde. Une vraie figure de leadership. Et puis, on imagine aussi dans le leadership une forme de d'ailleurs, on en parle pour Zelensky, il reste calme, il reste posé dans les images qu'il fait, dans les petits films qu'il fait en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est une réflexion qu'on fait, tiens, il a l'air de rester maître de lui-même. On imagine une forme de sérénité, de prise de hauteur, de vision stratégique, d'oser prendre la parole, d'avoir ce sentiment de maîtriser quand même des enjeux importants. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les réponses, ça ne veut pas dire qu'on sait exactement comment on va faire, là où il faut y aller, etc. Mais ça veut dire qu'en tout cas, on a une conscience des enjeux, de l'image globale. Et puis que les équipes ont envie de vous suivre, que les équipes se sentent en sécurité. On parle beaucoup de la sécurité des équipes dans les organisations, on parle beaucoup de ce droit à l'erreur, par exemple, qui met en sécurité, on a le droit de tester, puis on a le droit à l'erreur, etc. Moi, dans la réalité, dans les organisations, le droit à l'erreur, je ne le vois pas. On en parle, mais ça n'existe pas. Donc, effectivement, le leadership, c'est aussi mettre ses équipes en sécurité. C'est aussi leur dire, bah tiens, la manager que j'accompagnais hier me disait, mes équipes, elles m'aiment bien, elles sont là, elles ont confiance en moi parce que quand elles ont besoin de quelque chose, elles s'adressent à moi et je leur réponds. Je suis là. Je leur donne pas toujours la réponse. Des fois, je les accompagne à trouver eux-mêmes la réponse. Mais je suis là. Elles peuvent compter sur moi. Et puis, il y a aussi le leadership de soi. On n'a pas toujours une équipe, mais le leadership de soi, c'est aussi harmoniser ses voies intérieures, gagner en cohérence, justement, gagner en alignement. Parce que entre nos valeurs, les valeurs qui viennent de notre culture, les valeurs qui viennent de notre famille, nos valeurs à nous, personnelles, notre environnement, notre histoire, notre culture, notre personnalité, nos envies, nos motivations qui changent. On n'a pas les mêmes motivations à 20 ans et à 50. Nos contraintes qui changent, nos besoins qui changent. Et bien parfois, tout ça, c'est pareil, on accumule, hein, on garde tout, mais ça tiraille quand même sérieusement à un moment donné. Donc, vous pouvez déjà faire preuve de leadership pour vous, c'est-à-dire
emmener tout ce petit monde-là, intérieur, personnel, tout ce petit monde, harmoniser tout ça et emmener tout ça dans la même direction sans que ça tire trop. Est-ce que ça vous parle, ça, sur le leadership, pour celles qui ont des équipes, pour celles qui managent ou pour celles qui se managent toutes seules, qui se managent elles-mêmes? Est-ce que ça vous parle, ces notions d'harmoniser tout ce qui est différent, complémentaire, peut-être en opposition parfois? Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que vous vivez ça? Oui, alors je vous pose des questions fermées là. Est-ce que depuis tout à l'heure, donc forcément vous me répondez oui, mais ça va, hein, c'est tout à fait. Ok, Alina. Alors, leadership au féminin, je ne peux pas y couper non plus. Vous voyez, on va peut-être déborder un tout petit peu. Je pense qu'on va aller jusqu'à 15 heures. Hein, si vous avez un peu de temps, comptez quand même jusqu'à 15 heures. Voilà, je suis toujours très bavarde, je suis désolée. Le leadership au féminin. Leadership au féminin, j'en parle un peu du petit déjeuner au coucher. Moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Alors, si on parle de compétences, si on parle de leadership, de compétences de leadership, il n'y a pas de leadership féminin et de leadership masculin. Le leadership, c'est le leadership. C'est inspirer, c'est entraîner, c'est avoir la confiance, c'est avoir une vision, c'est emmener les équipes vers des objectifs. Même si les comportements de leadership qui sont attendus aujourd'hui, on parle de compétences féminines ou de compétences plus masculines. Évidemment, on ne parle pas d'hommes et de femmes. Les deux en sont autant capables et les hommes peuvent avoir des comportements, des compétences de leadership qui sont dites féminines et des femmes peuvent avoir un comportement de leadership très masculin. Mais aujourd'hui, on recherche des compétences qui sont dites plus féminines. On parle d'inclusion, on parle d'empathie, on parle de bienveillance, on parle de coopération. Alors que pendant des années, ou pendant des siècles peut-être, on était plutôt dans le leadership sur des caractéristiques masculines, de charisme, de courage, d'autorité, de décision, de confrontation, de points sur la table. Donc, vous voyez que les besoins en termes de leadership, ils évoluent vers des compétences plus féminines. Et même si les hommes et les femmes en sont autant capables, voilà, je vous renvoie à Emmanuel Ferber, par exemple, l'ancien patron de Danone, qui prônait quand même des compétences de leadership plutôt caractéristiques féminines. Et puis, je vous renvoie aussi aux études de McKinsey sur le leadership, les Women Matter, etc. Depuis 2015, ils font ça très bien, c'est hyper intéressant, c'est très documenté. Donc, allez voir chez McKinsey toutes les études qu'ils font tous les ans. Donc, le leadership, il y a des compétences, il y a des caractéristiques plutôt masculines, plutôt féminins, mais en termes de hommes et de femmes, c'est la même chose. Le leadership, c'est le leadership. Par contre, si on parle de fonction, si on parle de position, si on parle de perception, si on parle d'évaluation, si on parle d'égalité, si on parle de salaire, là, il y a des grands écarts. Hein. Les femmes sont perçues différemment, elles sont évaluées différemment, elles n'occupent pas les mêmes postes, elles ne sont pas dans les mêmes secteurs, elles n'ont pas les mêmes carrières, elles n'ont pas les mêmes rémunérations et pas les mêmes retraites. Et plus on avance dans la carrière et dans l'âge, et plus ça se creuse. Et aujourd'hui, malheureusement, avec la crise sanitaire, en fait, dans toutes les crises, on a tendance à régresser. D'accord? L'égalité de salaire aujourd'hui, on estime que ce sera si ça continue comme ça, ce sera dans 135 ou 136 ans. Et si on voit le rapport du GIEC, eh ben dans 136 ans, la planète ne sera plus, notre civilisation n'existera plus telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, de toute façon, ça n'arrivera jamais. Si on parle de bien-être au travail, de harcèlement, d'agression, l'écart est encore plus important. Hein. Les femmes qui disent avoir été agressées, je crois que c'est aux alentours de 60% en moyenne, et c'est à plus de 80% pour les femmes qui montent dans les organisations, qui sont à des postes élevés. Plus de 80% d'agression ou de harcèlement. C'est énorme. Pour vous comparer, les hommes, je crois que on est à 10-15%. Il y a ces notions de mansplaining, de manterruption. Vous savez, quand les hommes vous expliquent ce que vous connaissez mieux qu'eux, ou quand ils vous coupent la parole, les femmes sont interrompues 27% de plus que les hommes dans les réunions. Les hommes monopolisent 75% du temps de parole. Donc, il y a vraiment une vraie différence et une vraie agression là-dessus. Je vois Anaïs. Anaïs, t'es pas contente de partir. Il n'y a pas de problème, il y aura un replay, donc tu recevras le lien du replay. Et comme ça, tu pourras voir la fin de la conférence. Et puis, réserve une session diagnostique. Comme ça, on pourra se parler. Ce sera bien. Il n'y a pas de souci, on ne se quitte pas. Je suis là.
Et donc, je reviens sur ce leadership féminin. Il y a aussi la pression qu'on se met soi-même hein, en tant que femme. Ne rien vouloir lâcher, vouloir être parfaite à 100% dans les présentations, dans les tableaux. Je vais finir les slides, je vais finir la présentation, je vais finir les dossiers, etc. Les femmes sont attendues au tournant aussi euh, dans cette façon qu'elles ont de vouloir d'être perfectionnistes et de vouloir tout faire à 100%, etc. Parce que quand on intègre un poste de leader, quand on intègre un poste dans un codir ou un board, etc., si vous êtes trop dans les dossiers, si vous êtes trop dans l'exécution, si vous êtes trop dans l'opérationnel, eh ben, on n'a pas besoin de vous dans le codir ou dans le board pour prendre de la hauteur. On a besoin de vous en exécutant. On a besoin de vous en parfaite assistante. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir s'extraire de ça, de l'exécutif, de l'opérationnel, de l'exécution. D'accord? Pour renforcer son leadership, il faut apprendre à ralentir. Il faut apprendre à prendre du recul. Il faut apprendre à ne pas trouver tout de suite la bonne réponse. Il faut pouvoir essayer il faut chercher à poser les bonnes questions. Travailler l'émotionnel aussi pour garder son émotion à sa juste place, ne pas être d'un seul coup envahi par l'émotion, tout entière, tendue par qu'est-ce qu'il pense de moi, j'ai l'air ridicule, etc. Il faut rester dans le sujet. Donc l'émotion, quand elle vient, il ne s'agit pas de l'oublier complètement. La gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle, c'est de dire, OK, j'ai une peur, j'ai une colère, j'ai une tristesse, il y a quelque chose qui ne va pas là, je le sens, mais c'est une partie de moi, c'est pas tout moi. Et c'est pas cette peur ou cette émotion, cette colère ou cette peur ou cette tristesse qui va répondre à ma place. Donc je vais en prendre soin, je vais la mettre dans un petit coin, vous voyez, vous la mettez sur l'épaule, vous la mettez dans le ventre, sur le côté, etc. Vous en prenez conscience. L'émotion, elle vous parle aussi. Hein. L'émotion, quand on écoute sa peur, c'est de se dire où est le danger. Donc c'est intéressant d'écouter son émotion mais elle ne prend pas toute la place. Et puis, on travaille sa posture physique aussi. Moi, je travaille avec mes clientes qui prennent un poste sur leur posture physique, sur les postures qui sont des postures de pouvoir. J'avais une cliente qui me disait, ben, moi, je m'habille hyper féminine parce que j'aime ça, etc. Par contre, je me tiens comme un bonhomme. J'arrive en réunion, quand c'est un peu sensible, je me tiens comme un bonhomme. Je suis assise bien, les jambes écartées, les jambes bien solides, je suis bien droite, etc. Je fais des grands gestes je m'étale et ça marche. Donc la posture physique, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de ses bras quand on porte plus des dossiers, qu'on n'est plus dans les fichiers. Comment on choisit sa place au centre sans attendre que tout le monde soit installé pour voir la place qui reste. Tout ça, c'est symbolique, mais les femmes ne s'en rendent pas compte. Elles donnent des signes de soumission qui les pénalisent vraiment dans leur leadership. Donc ça, c'est des notions en leadership féminin qui sont vraiment à travailler aussi. Et puis, je vous donne quelques chiffres. Donc, les quelques chiffres, effectivement, il y a plus de 50% de femmes qui sont diplômées aujourd'hui. Enfin, il y a plus de 50% des diplômés qui sont des femmes. Les femmes sont plus diplômées que les hommes aujourd'hui. Quand on arrive au niveau manager, il n'y en a plus que 25%. Alors, on va dire, bah oui, mais elles ne veulent pas. Il y a les carrières, il y a les enfants, il y a etc. On ne les promeut pas à des postes de manager. Elles sont moins de 15% aussi les veulent. Il y a moins de 15% des postes en expatriation qui sont proposés aux femmes, même si aujourd'hui, il y a des sociétés comme Sodexo ou L'Oréal qui sont mieux disantes, qui soutiennent beaucoup l'expatriation des femmes, quelle que soit leur situation d'ailleurs familiale ou quel que soit leur âge. Et on est toujours à 16% de différence de salaire à poste égal. Si on regarde d'un côté, c'est 16%. Si on regarde de l'autre, c'est 20%. Donc 16% en moins ou 20% en plus. En tout cas, la différence est assez grande. Pourtant, il y a un bon côté des femmes dans les postes de leader. Ça donne de très, très bons résultats. J'aurais dû le mettre en plus gros, cette partie-là. Quand il y a 3 femmes et plus dans un CODIR, dans un comité de direction ou dans un comité d'administration, c'est 7 points de performance de plus. Je vous renvoie à McKinsey encore une fois. Ils ont fait ces études-là. Il y avait eu une étude sur le QI d'un groupe au MIT. Il y a une équipe du MIT qui a fait une étude pour rechercher si le QI d'un groupe était égal à la somme des QI individuels. Ils se sont rendus compte que le QI de groupe dépendait du nombre de femmes dans le groupe. Il fallait, à partir de 40% de femmes dans le groupe, d'un seul coup, le QI du groupe monte en flèche. Alors, ce n'est pas lié à l'intelligence au QI individuel des femmes, c'est lié au fait que les discussions, les échanges sont beaucoup plus fructueux, beaucoup plus bénéfiques, parce que les femmes ont une capacité d'empathie et d'équité de parole
d'égalité de parole. On écoute tout le monde, on fait en sorte que tout le monde donne son avis et l'empathie permet de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière les mots, derrière les phrases toutes faites, derrière les sentences, derrière les punchlines. On va chercher, on va creuser. Et du coup, les résultats des réunions sont beaucoup plus importants. Sodexo a fait le même constat, la même enquête dans ses entreprises, parce qu'effectivement, plus il y a de femmes dans des réunions opérationnelles, plus les résultats sont bons. D'ailleurs, les femmes préparent plus les réunions et du coup, ça oblige aussi ces messieurs à préparer un peu plus à l'avance les réunions. Il y a une meilleure résistance à la crise, il y a une meilleure résistance des entreprises gérées par des femmes à la crise de 2008, la crise financière. Il y a une meilleure résistance aussi des entreprises et des pays qui sont gérés par des femmes dans la crise sanitaire. Et puis, on a constaté après la crise de 2008 qu'il y avait eu moins de fraude, il y a moins de fraude dans les sociétés, fraude financière dans les sociétés qui sont gérées par des femmes. Donc, c'est quand même des avantages, des atouts qui sont plutôt pas mal. Alors, je vais passer à 3 clés. Moi, je vais vous donner 3 clés là. On va prendre 5 minutes pour ces 3 clés. Vous allez voir, ça, c'est l'ADN de mes accompagnements. Explorer, transformer, activer. Développer votre leadership, renforcer votre confiance, renforcer votre équilibre, retrouver votre équilibre et développer votre impact. Ça passe par 3 clés. Explorer, transformer, activer. D'accord ? Explorer, apprenez à bien vous connaître. D'accord ? Pour renforcer la confiance, il faut bien se connaître. C'est un ingrédient qui est indispensable du leadership. Il faut accepter à la fois ses forces, ses réussites. Il faut accepter les feedbacks positifs. Une de mes collaboratrices associées me disait hier sur une belle réussite, oh, ben, j'ai pas fait grand-chose. Eh ben non, c'est pas possible ce type de réponse. Les feedbacks positifs, on les prend. On dit pas, oh, vous savez, j'ai pas fait grand-chose. Oui, c'est mon équipe qui a bien bossé. Oh, j'ai eu de la chance. Non, on prend le feedback. Merci. Et qu'est-ce que vous avez trouvé de bien dans ma présentation? Et qu'est-ce qui vous a plu? On prend, on se nourrit, on ancre, on grave dans la pierre ces réussites et les retours positifs. D'accord? Et puis, il faut accepter aussi ses limites. C'est pas grave, on peut pas être bon partout. D'accord? Si vous êtes dans un environnement qui appuie là où ça fait mal, qui appuie là où, sur ce que vous faites de moins bien, c'est que vous n'êtes pas à la bonne place. Ça, c'est très ancré, ça vient de l'école. Hein. Vous savez, quand on a des 17-18 dans certaines matières, mais on va vous demander de faire des efforts dans les matières où vous plafonnez un peu à 9-10. Alors, je veux bien que dans les maths, par exemple, ça peut être un déclic, hein, ça peut se débloquer. Mais enfin, en général, les vallées ne deviennent pas des montagnes, comme on dit. Donc, il y a des chances pour que ce que vous faites bien à 20 ans, vous le ferez toujours très, très bien et vous le ferez encore mieux à 45. Et ce que vous faisiez très, très mal à 20 ans, eh ben, vous allez le faire un peu mieux, mais de manière très, très moyenne. Donc, vraiment, prenez conscience de vos forces, de vos talents, de vos limites, de ce que vous ne faites pas bien. Vous les écrivez noir sur blanc et vous partagez, vous le dites, il n'y a pas de problème. Parler de soi n'est pas se vanter. Attention, parler de soi, c'est pouvoir décoder aussi pour les autres, pour l'entreprise, pour vos collègues, pour vos collaborateurs, ce qu'ils peuvent attendre de vous, ce qu'ils peuvent vous demander et ce qu'ils ne peuvent pas attendre de vous. Et c'est OK. D'accord ? L'humilité, c'est pas de se dévaloriser, c'est pas de se cacher. L'humilité, c'est juste de ne pas se penser mieux que les autres. OK ? Mais mettre en valeur ses points forts, si vous le faites pour vous, vous le faites au bénéfice de vous, de votre équipe, de l'organisation, de votre manager, de tout le monde. Et puis eux, ils vont pouvoir le faire aussi. Donc c'est très très bien de pouvoir explorer, bien se connaître. D'accord ? Explorer pourquoi vous levez le matin aussi, vos compétences, vos talents, mais aussi votre why, ce qui vous mène, ce que vous avez envie de défendre, vos motivations, vos valeurs. Enfin, vous pouvez vraiment explorer tout ça. C'est vraiment la base. D'accord ? Et puis ça va renforcer aussi votre sentiment d'efficacité personnelle et votre confiance. Deuxième point, pour renforcer l'équilibre, c'est de transformer les petites voix, transformer les freins. On a parlé des émotions, transformer les croyances limitantes, tout ce qui est en interne, là, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous dit « Oh non, j'y arriverai pas, pourquoi moi, les autres sont mieux, il y en a plein d'autres qui peuvent faire, etc. » Ça, c'est des freins internes. Puis il y a aussi les freins externes. Hein. Il y a les gens, il y a les procédures, il y a les structures, il y a les habitudes, il y a les préjugés, il y a les biais aussi hein, qui ont la peau dure, qui nous bloquent, qui nous font perdre du temps, qui nous empêchent d'emprunter le chemin qu'on voudrait emprunter. Donc, il ne faut pas laisser faire non plus. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez répondre ou pas aux agressions, aux préjugés, aux biais.
Vous pouvez répondre froidement, vous pouvez faire de l'humour, vous pouvez reporter une réunion. Vous pouvez simplement signifier que la façon dont on vous parle, ça ne vous convient pas et que on reprendra ça demain. Vous pouvez aussi, si vous êtes agressé, le groupe a une responsabilité. Vous pouvez aussi interroger le groupe. Est-ce que vous avez entendu comme moi? Est-ce que vous avez compris comme moi? Si vous êtes harcelé, vous pouvez prévenir les RH. C'est aussi de leur responsabilité. Les entreprises commencent à mettre quand même pas mal de formations en place là-dessus, sur les biais, les préjugés, le harcèlement, etc. En tout cas, quel que soit le choix que vous faites, ne faites pas comme si ça n'existait pas. Ce n'est bon ni pour vous ni pour les autres. D'accord? Demandez de l'aide, n'assumez pas tout toute seule, j'en parlais tout à l'heure. Demandez des promotions juste avant de partir en congé mat. Ça, c'est très très bien. J'ai une cliente qui a fait ça, qui a eu sa promotion, enfin qui s'est mise sur les rangs juste avant de partir en congé mat, et du coup, elle a eu ce qu'elle voulait ensuite. Ça pose pas de problème, hein, c'est que 3 mois d'arrêt, hein, c'est une jambe cassée, donc voilà. Ne sabrez pas votre carrière sur des freins, sur des biais, sur des préjugés ou sur des freins internes, d'accord? Je n'ai pas de jugement sur ce qu'est une carrière. Je n'ai pas de jugement sur ce qu'est une carrière réussie. Je n'ai pas de jugement sur ce que vous devez atteindre, faire, etc. Quel niveau, dans quel cadre. Vraiment, tout est OK pour moi dans la mesure où c'est ce que vous souhaitez. Et puis, ça peut changer hein, tout au long d'une vie. Mais ce qui est important, c'est d'être clair avec ce que vous voulez et d'aller le demander, d'oser aller le demander. Donc, de dépasser ces freins et ce plafond de verre. Et puis, garder l'équilibre, c'est aussi attention à votre rythme. Je parlais des gros cailloux. Concentrez-vous sur vos priorités. Remettez-vous en haut de la liste. En début de journée, on se dit qu'est-ce qui est important pour moi et ça, c'est ma priorité. C'est ça que je vais faire d'abord. Et puis, on verra ce qui me reste comme temps après. Prendre soin aussi de ses batteries mentales, émotionnelles, physiques, d'accord? Prenez du temps pour vous ressourcer. Faites attention à votre hygiène de vie. Nourrissez-vous émotionnellement, mentalement. Reposez-vous, nourrissez-vous bien. Allez marcher, écoutez de la musique, lisez des livres, allez dans des musées. Prenez du temps pour ça aussi. Les femmes ont souvent... J'étais avec quelqu'un là tout à l'heure qui me dit « Mais mon mari s'est inscrit à un cours de tennis alors qu'il est jamais là le soir. Il rentre tard le soir et du coup, il s'occupe jamais des enfants. » Et ça ne l'a pas gêné pour s'inscrire à un cours de tennis. Et moi, non, je fais pas parce que je m'occupe de tout le monde. Et puis, une fois que tout le monde est passé, il n'y a plus de temps pour moi. Donc, non, prenez quand même un petit peu de temps pour vous. Acceptez d'abandonner. Vous ne ferez pas à manger, vous ne ferez pas les lits, la lessive ne sera peut-être pas faite tous les jours, mais tant pis. Faites des choix. Faites des choix. Vous prenez 1, 2, 3 éléments qui sont très importants pour vous, non négociables, et puis le reste, vous laissez tomber. D'accord? Et puis le dernier point, osez être visible, communiquer, donc développer votre assertivité, on en parlait tout à l'heure, apprenez à bien communiquer de manière claire, adulte, osez prendre la parole en réunion. Voilà, les réunions, vous vous souvenez du QI des équipes dont je vous ai parlé? Voilà, c'est exactement ça. Les réunions dans lesquelles on débat amènent de meilleurs résultats que celles où chacun pose son argument comme ça. Donc peut-être que vous vous sentez bête un peu sur le moment, vous dites je ne vais pas poser cette question-là, ça va avoir l'air ridicule, etc. Mais en fait, c'est ce qui va vous permettre d'amener une vraie réflexion, une vraie discussion. Si ça se trouve, il y a plein de gens qui se posent cette question et qui n'osent pas la poser. Ou alors, il y a quelqu'un qui va la poser après et on va lui dire « Oh, formidable !» Donc, vraiment, intervenez, posez des questions, osez prendre la parole en réunion. Osez être visible aussi, je vous le disais, vous, parlez de vos réussites, parlez de vos convictions, parlez de vos projets. Et puis, prenez la parole en public, entraînez-vous, représentez, soyez ambassadeur de votre entreprise, de votre équipe. N'hésitez pas à vous mettre en avant. La prise de parole en public, c'est une grosse angoisse. Tout le monde a le trac. 80% des gens qui prennent la parole ont le trac. Mais c'est pas grave. Il y a des façons de faire. On peut s'entraîner, ça se travaille, ça s'apprend. Le verbal, le non-verbal, voilà, le contenu, la forme, et ça vaut le coup. Voilà. Soyez porteur aussi de ce que vous avez à dire, de ce que vous avez envie de défendre, vous pouvez le faire. D'accord? Ne vous cachez pas derrière. Alors, seul ou accompagné, ça c'est une grande question aussi. Développez vos réseaux. On a tendance à penser qu'on doit s'en sortir toute seule et les femmes commencent un peu à investir les réseaux, mais pas tant que ça.
Les hommes travaillent beaucoup leur réseau et les réseaux leur rendent bien. Les femmes, pas beaucoup. Donc vraiment, prenez appui sur des réseaux, allez chercher des mentors, allez chercher des amis bienveillants, des contacts, etc. pour vous aider à renforcer votre confiance, demander des feedbacks, pas sur de l'opérationnel, pas sur les dossiers en cours, pas sur vos missions, sur vous, sur le secteur, sur la façon dont vous travaillez avec les gens, etc. Ayez du feedback sur vous, sur les possibilités, sur les opportunités, sur les autres voilà, possibilités de carrière, de poste. C'est très important d'aller discuter un petit peu, d'aller au contact et de rencontrer d'autres gens. Et puis, vous pouvez aussi vous faire accompagner, bien sûr, en formation et en coaching. Les accompagnements, ça permet quand même de réduire le temps du changement, ça permet de se fixer des objectifs plus ambitieux aussi, ça permet d'éviter l'éparpillement et le stress dans ces transitions, dans ces développements de compétences. Ça permet aussi d'augmenter ses chances d'atteindre ses objectifs. Quand on le fait tout seul, vous savez, on s'inscrit à un MOOC, à un cours, un machin, et puis finalement, on ne va pas au bout, puis finalement, ça n'a pas servi à grand-chose. Alors que quand on a un coach ou un formateur, un sparring partner, un accountability partner avec soi, quand on a la copine qui vous attend devant la porte pour aller à la gym, on y va plus facilement. Vous avez 90% de chances d'atteindre vos objectifs si vous êtes engagé avec un accountability partner, alors que vous n'avez que 10% de chances de les atteindre si vous êtes tout seul. Donc, vous voyez. Puis l'avantage d'un coach, c'est la neutralité. Parce que finalement, avec vos amis, avec votre conjoint, avec vos collègues, vos choix, vos changements, ils ont un impact sur eux. Ne serait-ce que parce que vous les renvoyez à leur propre choix ou leur propre non-choix. Alors que le coach, c'est son métier et il n'a pas d'avis, il n'a pas de jugement sur les objectifs que vous visez, dans les limites de l'éthique, de son éthique en tout cas, et ça n'a pas d'impact en tout cas direct sur sa vie. Donc vraiment profitez-en, ne faites pas l'économie de vous faire accompagner. Je continue un tout petit peu là-dessus. Effectivement, moi j'ai un programme, par exemple, de leadership au féminin. Donc il y a plusieurs programmes, vous pourrez voir ça sur le site internet. Mais il y a un programme de leadership au féminin qui est un programme blended, vous savez, à la fois qui est une association, un petit package de ressources en ligne, de fiches, de modules de formation, de e-learning, donc en autonomie, et puis un accompagnement en coaching individuel dans la durée, avec des sessions de groupe en plus, de type co-développement, mastermind, masterclass, etc. Donc, il y a vraiment une belle interaction de programmes. Et c'est un programme sur 3 mois, 6 mois, 9 mois. Il y a d'autres programmes sur, évidemment, la reconversion. Il y a d'autres programmes sur l'interculturel. Il y a d'autres programmes sur la prise de poste. Donc, allez voir le site. Vous verrez les différents programmes. Et puis, surtout, prenez rendez-vous. Comme ça, on pourra en parler directement, tous ensemble, et voir ce qui se passe. Alors, Émilie, Sandrine, oui, je sais, je suis très bavarde, donc c'est pas grave. Émilie, rendez-vous pris pour demain, c'est super, on pourra se parler directement. Si vous avez des questions, donc je vais remonter un petit peu là, comme ça, je vais voir. Si vous avez des questions, c'est le moment. Il nous reste quand même un petit peu de temps. Donc je reprends ici. Merci. Rendez-vous pris pour demain aussi. Super. Je dois vous laisser. Ok. Est-ce que vous avez une petite question ou un petit partage juste pour finir, pour boucler cette présentation? Et puis je vous enverrai, vous recevrez le replay, le lien pour le replay. Et puis je veux bien du coup, comme vous allez recevoir par mail le replay, que vous me partagiez aussi ce que vous gardez, ce qui vous a interpellé, une prise de conscience, quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Le bread, de quoi on parle? Le breadwinner, Maya, le bread. Le breadwinner. Le breadwinner, c'est celui qui ramène le salaire le plus important. C'est très intéressant cette notion de breadwinner. Il y a toujours un salaire plus important dans la famille, dans le foyer. Historiquement, c'est l'homme. Chez les expatriés, c'est souvent l'homme, c'est le salaire expatrié. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les femmes ont souvent un salaire qui est un salaire de complément. Le problème, c'est que c'est la double peine, parce qu'en fait, chaque fois qu'il y a un choix à faire dans la famille, dans le couple, sur qui va sacrifier sa carrière, le choix se fait toujours au profit du salaire le plus élevé.
Et donc, bah, le breadwinner devient toujours le même, en fait. Il y a des couples comme ça où on se dit, bah, on va faire en alternance. Un coup, c'est toi, un coup, c'est moi, un coup, c'est toi, un coup, c'est moi. Mais en fait, ça marche pas. En fait, ça marche jamais. Parce qu'en fait, c'est toujours c'est the winner takes it all, vous savez, c'est celui qui a le plus gros salaire qui, du coup, continue. Et donc, voilà, le notion de breadwinner. Et moi, j'accompagne beaucoup, beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont aujourd'hui les breadwinners, qui sont les femmes qui ont le plus gros salaire, qui sont le pilier de la famille, et puis les hommes ont un salaire de complément. Et puis, bah, ça arrange bien avec ça. Donc, on peut être le breadwinner et avoir un conjoint pas conciliant. C'est vrai aussi. C'est vrai. OK. Et bah, du coup, oui. Donc, du coup, c'est une vraie question à se poser. Alors, cette notion de breadwinner, elle est effectivement dans une notion très classique, hétéronormée, hein, du couple, qui est, il y a un salaire. Ça vient de la révolution industrielle, hein. On a mis en place un salaire unique pour les hommes, pour que les femmes puissent rester à la maison, parce qu'en fait, comme les femmes travaillaient aussi au début de la révolution industrielle, et ben, il n'y avait plus personne qui gérait la maison, il n'y avait plus personne qui faisait à manger, il n'y avait plus personne qui s'occupait des enfants et qui faisait le ménage, et du coup, les hommes partaient au bistrot parce qu'ils n'avaient plus envie de rentrer chez eux. Et donc, il y avait des problèmes d'alcoolisme, il y avait des problèmes de fatigue, il y avait des problèmes d'accidents sur le travail, et les patrons, à la révolution industrielle, se sont dit, ben, on va donner un plus gros salaire pour les hommes, enfin pas trop gros non plus, hein, mais pour que les femmes puissent rester à la maison. C'est comme ça que ça s'est construit. D'accord. Donc, on est là sur 100 ans, 150 ans de ce modèle-là du breadwinner. Et c'est vrai que ça change. Et aujourd'hui, bah oui, les conjoints sont moins conciliants. C'est vrai. Karine, si vous voulez qu'on en parle, moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous mettez derrière cette, cette phrase-là, et puis cette affirmation et cette manifestation-là. Ok. Ce que je vous propose, donc, c'est, vous allez recevoir le replay, vous allez recevoir quelques mails. N'hésitez pas à vous désabonner, mais n'hésitez pas aussi à me répondre pour me dire ce que vous avez pensé, ce que vous avez gardé, ce qui vous a intéressé. C'est aussi, moi, j'ai besoin de votre feedback aussi, puisque ces webinaires, je les fais pour vous. J'ai besoin de les faire avec vous. Donc, vraiment, dites-moi à l'occasion de ces échanges de mails ce que vous en gardez, ce qui vous a intéressé et aussi ce qui vous a moins intéressé, ce que j'aurais dû approfondir ou ce que j'aurais dû laisser tomber. Ça m'intéresse. Et puis, prenez rendez-vous, comme ça, on se parle en one-to-one, 30 minutes, en visio, par Zoom ou par d'autres, il n'y a pas de souci. Choisissez dans le calendrier le créneau qui vous va bien. Voilà, je vais boucler ici. Je vous remercie beaucoup. J'étais très, très contente. Ça passe trop, trop vite, hein. J'étais très contente de vous retrouver là et j'aurais eu envie de pouvoir vous parler à toutes directement. On le fera après. Écoutez, donc vous allez recevoir le replay. N'hésitez pas. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne après-midi ou une très bonne soirée pour les uns et les autres. Et puis on se retrouve et on échange très bientôt. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir à toutes.